Les grandes marques promettent monts et merveilles en matière de durabilité. Circularité, éco-conception, compensation carbone, mais les réalités de la fast fashion sont tout autres. Surproduction, conditions de travail précaires et pollution massive. En Suisse, des initiatives citoyennes et politiques cherchent pourtant à changer la donne. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on s'attarde sur la mode jetable et ses ravages, mais surtout les solutions. Comment lutter contre le greenwashing dans le secteur de la fast fashion, ou devrais-je dire l'éco-blanchiment dans la mode rapide, et plus généralement comment mieux renforcer les droits des consommateurs et consommatrices pour enfin atteindre l'objectif qui est sur toutes les lèvres, l'économie circulaire. Pour en parler, je reçois Sophie Michaud-Gigon. Bonjour. Bonjour. Tu es secrétaire générale de la Fédération romande des consommateurs et conseillère nationale verte. Tu t'engages depuis des années pour une consommation plus durable et une économie véritablement circulaire. J'aimerais d'abord t'entendre sur une note un peu plus personnelle. Est-ce qu'il y a une anecdote qui illustre bien ton rapport à la consommation durable ou juste la manière dont ta réflexion a évolué depuis ? Peut-être une anecdote plus familiale. J'ai une fille qui a 16 ans. Et puis, avec son groupe de copines, c'est vrai qu'elles achètent beaucoup en ligne. Ma fille, elle peut pas trop. Et je l'ai pas mal sensibilisée à ce que ça représente les grandes plateformes, par exemple chinoises, qui vendent des produits à très, très bas prix et pas toujours de très bonne qualité. Et je pensais que ça avait pas trop semé une petite graine. En fait, j'entendais rien. Et puis, quelques temps après, elle m'a dit que ses copines... elles commandaient beaucoup moins sur Temu et Chine, soit parce qu'elles avaient eu des problèmes, ça je ne sais pas exactement, soit parce que ma fille leur avait parlé des conséquences que ces plateformes ont aussi sur le tout jetable, sur les déchets et puis sur la pollution. Ok, donc ce travail de sensibilisation fonctionne à petite échelle en tout cas. Visiblement, je ne lui ai pas encore parlé de l'économie linéaire, de l'économie circulaire, mais disons, par rapport aux plateformes, c'était assez proche de sa réalité, donc ça a germé. Et parlons du coup de la fast fashion. Alors, on le sait, c'est désormais reconnu comme une véritable catastrophe sociale et écologique. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi et à quel point ce mode de consommation pose problème dans le monde actuel ? Oui, là, Public Eye est vraiment expert avec tous les documentaires que vous avez faits. On a plusieurs problèmes. Je dirais qu'on peut souligner celui des déchets. Rien qu'en Suisse, le textile, c'est presque 97 tonnes de déchets par an. On a des problèmes de pollution. La mode, c'est le deuxième secteur qui utilise le plus d'eau également. Donc, on a des problèmes dans les eaux usées. Et puis, ensuite, le produit continue à être lavé, forcément. Quand on le met, il y a des microfibres qui se retrouvent aussi dans les eaux. Donc, c'est un secteur qui a un impact en termes de pollution. Et puis aussi, si c'est l'ultra fast fashion, donc elle transporte par avion, là on a aussi un impact climatique qui est plus important évidemment. Ça c'est pour poser le décor un peu général. Évidemment, une grande partie de la consommation passe par les plateformes en ligne. Toi, tu t'es d'ailleurs beaucoup investi au Parlement pour mieux les encadrer. Qu'est-ce que tu reproches aux géants du numérique ? Déjà de ne pas prendre leurs responsabilités. Ils s'estiment être juste des intermédiaires. Donc, s'ils ne respectent pas nos lois ou s'ils ne respectent pas ceux qui produisent les produits qu'ils vendent, ils n'auront aucune conséquence. C'est difficile aussi de savoir à qui s'adresser. Lorsque vous êtes une autorité suisse ou un consommateur, une consommatrice, vous n'avez pas forcément un référent juridique. C'est d'ailleurs en Suisse, et c'est d'ailleurs une des demandes parlementaires déposées il y a quelque temps. On a aussi une problématique liée à clairement la surproduction, la surconsommation. On n'est plus dans un modèle traditionnel où, comme il était construit par les économistes, de dire la demande génère l'offre. Là, on est clairement dans le modèle l'offre génère la demande. Surproduction, surconsommation, liée aussi à ce qu'on appelle les dark patterns, les manipulations numériques en ligne. Et ça, c'est extrêmement fort, pas que dans la fast fashion d'ailleurs, dans pas mal d'autres choses liées aux plateformes. Il
faut une régulation des plateformes de manière générale, qu'elles soient sur les réseaux sociaux, la communication, ou qu'elles soient de vente en ligne. Le Conseil fédéral, il n'est pas du tout à la page par rapport à ça. Il a même suspendu son projet. Lequel ? Celui sur la régulation des plateformes. Donc, on doit vraiment là mettre plus de pression par rapport à ça pour arriver à nos fins. Les droits des consommatrices, des consommateurs, tu l'as dit au début, ne sont pas forcément respectés non plus. On a beaucoup d'arnaques, on peut avoir des litiges sur la qualité ou sur un produit qui n'a pas été commandé. Donc voilà, c'est quand même un gros problème actuel dans la consommation. Tu parlais des dark patterns, donc ces modifications de l'interface des plateformes qui te poussent en fait à consommer le plus possible. Je crois que tu es aussi intervenu là-dessus au Parlement et avec la FRC, non ? Oui, au Parlement, mon postulat a été accepté par le Conseil fédéral. On a eu droit à un rapport, mais dans les faits, ça avance pas. Et la FRC n'est pas seulement active sur ce niveau politique ou moi-même au Parlement, mais on a déposé une dénonciation auprès du SECO contre Chine, justement, pour usage de dark patterns, donc une utilisation de techniques qui poussent à la surconsommation. On attend la réponse. On l'a compris, il y a énormément d'enjeux, c'est un gros chantier. Il y a également parmi ces enjeux-là le greenwashing ou éco-blanchiment. C'est un problème majeur de l'industrie. Je te propose d'illustrer ce point par un exemple qui a été très médiatisé, celui des baskets de Roger Federer lui-même, les chaussures de la marque On. La plupart des produits aujourd'hui suivent un système très linéaire. Tu les produis, tu les utilises et enfin tu les jettes. Nous voulons atteindre la circularité, le summum du développement durable. La circularité signifie que tu prends un matériau et que tu le maintiens dans le système, sans créer de déchets, en l'utilisant encore et encore. En gros, nous utilisons un matériau recyclable que nous transformons en nouvelles chaussures avec les chaussures usées que nous récupérons. Nous devons le faire comme une sorte de promesse fondamentale, mais nous allons nous concentrer sur un principe d'abonnement. Nous devons développer un produit qui n'utilise qu'un seul matériau afin qu'il puisse être recyclé en un seul morceau. Le matériau que nous utilisons est très beau. Il est fait à partir de graines de ricin. Il pousse donc vraiment sur un arbre. Il est récolté de manière durable et transformé en un plastique haute performance. On revendiquait des baskets 100% recyclables, mais ça n'a pas convaincu la FRC qui a poursuivi la multinationale zurichoise en justice. Pourquoi ? Plus exactement, On, sur certains produits, vendait des abonnements en disant que la chaussure était recyclée et ensuite les matériaux réutilisés. Or, on sait que dans le textile ou dans le plastique, c'est très compliqué de réutiliser le matériau lui-même. La RTS avait fait un grand reportage. C'est eux qui nous ont alertés autour de ce greenwashing en disant là, par rapport à l'enquête qu'on a faite, c'est pas possible qu'on retrouve les matériaux dans les chaussures suivantes. Et on a beaucoup interpellé On d'abord, en posant des questions. Effectivement, ils nous ont dit « Ah non, mais c'est pas encore en route. On va le faire. » Ouais, c'était un peu flou comme ça. On avait beaucoup de peine à obtenir des renseignements qui confirmaient que le consommateur qui avait choisi cet abonnement n'était pas trompé. Donc, on avait un cas flagrant de greenwashing et de tromperie. Et vous avez entrepris des démarches judiciaires ? C'est ça. On a entrepris une démarche judiciaire et puis on a reçu une fin de non-recevoir de la part de la justice. On n'a pas pu continuer plus loin. Et là, ça illustre très bien le déséquilibre du rapport de force entre une société civile dont fait partie finalement la FRC comme association, avec des moyens très limités. Et puis, en face, une grosse boîte avec beaucoup de moyens. Comme vous l'avez vu aussi, c'est très léché, le marketing. Donc, on s'est arrêté là. Mais l'illustration était, à notre sens, une bonne illustration de greenwashing. Donc, tu l'as dit, la procédure n'a pas abouti. Mais qu'est-ce que ça révèle des limites actuelles et surtout, de manière générale, quels sont les outils que les consommateurs et consommatrices peuvent utiliser pour faire bouger les choses, que ce soit boycott, action collective, recours juridique ? Ça montre qu'on en a peu.
On a quelque chose, un outil qui nous manque en Suisse, c'est l'action collective, qui existe partout ailleurs en Europe et qui permettrait, en cas de dommages, si vous êtes lésé vraiment en tant que personne, individu, financièrement par exemple, de pouvoir vous unir lors d'une plainte collective. Donc là, c'est dans des dommages de masse. Et puis, le Parlement a traité ça pendant des années. Là, on arrive, je dirais, bientôt à l'enterrement à la session de septembre, alors même que la FRC s'est énormément engagée pour ce sujet, parce que ça permettait aux entreprises, aux PME par exemple, de se mettre ensemble contre, je ne sais pas, plus grand qu'elles en cas de litige, un fournisseur ou comme ça, et aux consommatrices, consommateurs également de le faire en cas de dommages de masse. Ça, c'est un exemple d'un outil qui manque dans le droit suisse, et le Conseil fédéral lui-même avait fait un projet qu'il a soumis au Parlement. Donc, ce n'est pas du tout une idée qui vient de nulle part, c'est le gouvernement lui-même qui a dit on a une lacune et il faut la traiter. Voilà, donc on en est là par rapport à ce projet. Maintenant, il y a un autre problème en lien avec le greenwashing, c'est les allégations, elles ne sont pas du tout encadrées dans le droit suisse. C'est-à-dire ? Donc, c'est-à-dire, vous pouvez dire durable si vous voulez dire durable, vous pouvez dire écologique, vous pouvez dire naturel, enfin, vous pouvez dire ce que vous voulez. Il n'y a pas une définition. Aussi. Il n'y a pas de définition, donc la loi n'encadre pas l'utilisation de ces termes. Si l'épisode vous plaît jusque-là, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. C'est la meilleure façon de soutenir notre travail. Dans le registre des autres propositions concrètes qu'on est en train d'évoquer, le 3 septembre, la FRC et une douzaine d'autres organisations, dont Public Eye, ont déversé 5 tonnes de vêtements usagés devant le Palais fédéral. On en a une belle photo ici en studio. Pourquoi cette action symbolique ? Oui, c'était une super action qui a été organisée justement mercredi 3 septembre sur la place fédérale. Et je pense que c'était vraiment pour indiquer, là on le voit, la Suisse doit agir, c'était pour indiquer qu'on avait besoin d'actes politiques, législatifs, pour mettre en œuvre finalement l'économie circulaire aussi, qui est une loi qui a été adoptée par le Parlement en 2024. On en est là. Et de pouvoir diminuer les dégâts causés par une industrie hors de contrôle. Toujours en lien avec cette thématique, une pétition lancée par Public Eye demande au Conseil fédéral de créer un fonds suisse pour la mode. En gros, ce serait une sorte de taxe anticipée sur tous les nouveaux vêtements pour obliger les entreprises de mode à participer aux coûts environnementaux et sociaux engendrés par leur modèle d'affaires. Qu'est-ce que tu penses de cette proposition ? Alors, je la soutiens à 100%. D'ailleurs, j'ai déposé une motion qui demande à peu près ça en juin de cette année. Et puis, l'idée là-dedans, c'est vraiment de permettre aussi aux entreprises suisses, quelque part, de lutter à armes égales. Elles soutiennent d'ailleurs cette motion. La fêtière des textiles soutient cette motion. Parce qu'actuellement, elles sont dans une initiative volontaire de circularité ou de mode plus responsable, mais elles se rendent bien compte que le problème, c'est aussi tout ce qui vient de l'étranger via les plateformes, par exemple, et qu'il n'y a aucune volonté de s'associer à une telle initiative, je dirais, facultative de la part de ces acteurs. Donc, elles se retrouvent dans une concurrence déloyale. Elles-mêmes doivent respecter nos normes de sécurité, par exemple, ce qui n'est pas vraiment demandé aux plateformes étrangères. Elles veulent aussi se défendre face à cette concurrence. Et puis, par ailleurs, on connaît ce modèle de taxe anticipée de recyclage avec le PET ou l'ALU. C'est quelque chose qui a permis d'orienter vers plus de recyclage. Avec la mode, la différence quand même, c'est que c'est compliqué juste de recycler. On a 37% d'habits qui se retrouvent réutilisés et tout le reste, ça part, c'est brûlé quasiment. Parce qu'on n'a pas de moyens, justement, comme je disais avant, de permettre de réutiliser les fibres, les matériaux et tout ça. C'est encore très dans les balbutiements. Et puis, ce fonds, je dirais que cette taxe anticipée, elle permettra d'alimenter un fonds qui doit aider aussi des acteurs qui permettent la collecte, qui rassemblent des pièces déjà mises, qui les distribuent plus loin, qui les font entrer dans un circuit de seconde main, que tout ça se soit soutenu. Ça demande des infrastructures, ça demande de la logistique. Et actuellement, c'est les œuvres d'entraide qui font ça. Donc, elles sont souvent dépassées
et par la qualité parfois médiocre des habits et aussi par la montagne. Ok, je crois que j'ai à peu près compris comment fonctionnerait ce fonds, à quoi il servirait. Toi, tu as dit que tu avais fait une intervention parlementaire pour le soutenir. C'était quoi la réponse du Conseil fédéral? Alors, lui, il estime justement qu'aujourd'hui, il n'y a pas nécessité d'agir. Bon, mis à part, c'est souvent quand même ce qu'il répond, hein, c'est pas spécifique. Et puis que la mise en œuvre de la loi économie circulaire, dont je parlais avant, c'est finalement en train d'être fait par des acteurs privés sur une base volontaire. C'est exactement la problématique, c'est que cette base volontaire concerne finalement peu d'acteurs, une partie des acteurs suisses, mais pas tout ce qui vient de l'étranger. Donc le Conseil fédéral dit on rejette la motion et on ne veut pas agir. L'industrie va aller d'elle-même vers l'économie circulaire, c'est ça? Bon, c'est ce qu'ils disent souvent. Oui, hélas, on a remarqué aussi avec le sucre, par exemple, c'est pas du tout ce qui se passe. On a toujours des produits qui, sur base volontaire, ont diminué un peu leur contenu en sucre, mais ça suffit pas. Donc, on se rend compte quand même qu'à moins que vous posiez des standards ou des interdictions ou des obligations ou justement des incitatifs économiques via une taxe anticipée de recyclage, c'est très compliqué de faire avancer vers une économie circulaire. Il y a un autre acteur assez important qui fait avancer vers une économie circulaire, c'est la FRC, que tu connais bien puisque tu es la secrétaire générale. Donc, en dehors des campagnes et des pétitions, la FRC agit sur le terrain. Tu peux donner des exemples concrets de vos actions pour une économie circulaire? Alors, on a lancé les premiers Repair Café, il y a maintenant, je crois que c'était 2013, donc ça fait un moment. Sont, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le concept. Alors c'est des endroits où on peut faire réparer des objets. Voilà. Et puis, ça se développe bien, c'est des fois pris en charge par des acteurs qui ne sont pas la FRC, clairement, mais ce n'est pas grave, le tout, c'est chapeauté par un mouvement des faiseurs. C'est un mouvement finalement qui englobe aussi des bonnes adresses, qui englobe aussi des initiatives privées ou économiques d'acteurs qui font quelque chose, c'est faiseurs, c'est ça, qui font quelque chose à leur niveau, au niveau souvent très local, en faveur de l'économie circulaire. Donc ça, c'est un mouvement qu'on propulse à la FRC. Et puis, notre slogan, c'est depuis des années, c'est le titre d'ailleurs de notre magazine, FRC Mieux Choisir, c'est depuis des années moins mais mieux. Ça ne dépend pas du tout de moi, ça a toujours été le motto de la FRC, c'est une consommation plus durable, plus transparente, plus responsable, mais du coup, ça exige aussi de l'information et c'est ce qu'on demande la plupart du temps d'ailleurs à l'industrie. Donc ça, c'est pour les différentes initiatives que vous menez sur le terrain et au niveau politique. Oui, alors au niveau politique, on a été extrêmement actifs en économie circulaire avec la FRC, mais aussi avec une coalition d'autres associations. On a notamment accompagné le débat autour de l'économie circulaire au Parlement jusqu'à l'adoption de la loi il y a une année. Et cette loi, à tes yeux, elle est satisfaisante? Oui, la loi est bonne. Elle parle aussi de réparabilité. Elle parle de beaucoup de choses, en tout cas, que la FRC a soulevées dans ses enquêtes par le passé. Maintenant, il s'agit de la mettre en œuvre. C'est d'ailleurs aussi la demande de la motion, Fonds pour une mode plus durable, c'est de mettre en œuvre la loi sur l'économie circulaire que le Parlement a adoptée il y a une année. D'accord, donc les principes sont bons, mais il faut encore les mettre en œuvre. Absolument. On a beaucoup parlé de durabilité, de réparabilité. Est-ce que c'est pas un peu un truc de bobo, un peu qui prend pas en compte les aspects économiques? En fait, ça coûte cher de s'acheter des habits qui soient durables. Alors, c'est souvent une critique que j'entends. C'est parce qu'on oublie le côté économique aussi de la durabilité. Si vous avez des produits de très mauvaise qualité, ce qui est peut-être le cas, notamment de textiles, vous ne pouvez absolument pas les réutiliser. Donc, ça poussera forcément à en acheter davantage. Par ailleurs, il y a quelque chose qu'on oublie aussi, c'est que la vente en ligne, elle facilite l'acte d'achat. On a d'ailleurs même des addictions qui se développent autour de ce modèle d'affaires. Elle facilite l'acte d'achat, mais du coup, elle pousse à acheter bien davantage que ce que vous auriez prévu ou ce que vous imaginiez avec votre budget qui peut être serré. Donc, on est maintenant
dans une société du tout jeté, dont la qualité des produits n'est plus celle qu'elle était, et qui finalement, à la fin des comptes, n'est pas pour autant plus économique pour la personne qui aurait un budget très serré. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Moi, dans le mot Fédération romande des consommateurs, enfin dans le label, le mot consommer m'a interpellé. J'ai regardé dans le dictionnaire et ça veut dire mener une chose au terme de son accomplissement. C'est pas un peu éloigné de l'idée de circularité, ça? Comment on réinvente notre rapport à la consommation? C'est une bonne question. Je pense que la FRC a été créée en 1959, comme beaucoup d'associations de consommateurs après la Deuxième Guerre. C'était en lien avec les prix, l'inflation, des choses comme ça. Et puis très rapidement, ça s'est développé, aussi parce que les thématiques qui touchent la consommation sont immenses. Aujourd'hui, peut-être que si on devait choisir un mot, on parlerait d'utilisateurs et d'utilisatrices, de clients, de je sais pas, c'est très large la consommation. Ou on parlerait aussi de consommateurs, acteurs aussi d'un changement ou acteurs parce que vous pouvez faire vos choix. Et pour ça, il faut de la transparence, il faut de l'information, il faut jouer un peu plus carte sur table aussi. Et puis des pratiques qui sont déloyales ou qui sont abusives, on doit les dénoncer. Que ce soit pour les gens ou que ce soit pour d'autres PME d'ailleurs ou d'autres entreprises qui, elles, jouent le jeu. Donc voilà, c'est, je dirais, un mouvement général engagé qui est basé sur beaucoup d'informations, d'enquêtes et de tests et dont la mission principale est l'information. Ça me paraît une excellente conclusion pour ce podcast. Merci beaucoup Sophie Michaud-Gigon d'être venue. Très volontiers. Et merci à vous pour votre écoute. Comme d'habitude, toutes les références sont en description. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager massivement autour de vous. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.